Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité de vie, mais là on va faire focus sur la qualité de vie des dirigeants et des cadres. Et on en parle avec Kevin Bourgeois, il y a des chiffres et des études passionnantes dévoilées par Supermood. Il est le cofondateur de Supermood. Le livre de Smart Job, tiens ça va faire écho d'ailleurs à notre rubrique, le Burnout. C'est un nouveau livre sorti par Adrien Chignard. Il est psychologue du travail et des organisations. Il a coordonné ce livre avec des témoignages évidemment glaçants sur ces cadres mais qui vont exploser en vol. Cercle RH, le cercle des experts comme chaque vendredi, vous connaissez le rendez-vous. Il y a la question des migrants dans la restauration parce qu'un grand chef, Thierry Marx, dit qu'il faut ouvrir grand les portes à ces migrants. On manque de main-d'œuvre. On parlera des retraites parce que les syndicats sont vent debout. Ils ont rencontré Elisabeth Borne et ils annoncent un mouvement social assez dur pour la rentrée de janvier. Puis on parlera du niveau d'orthographe de nos élèves de CM2. Alors c'est pas nouveau, mais le niveau s'est dégradé. On reviendra évidemment sur la manière dont on enseigne, dont on transmet évidemment ces sujets de grammaire. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, l'art d'accompagner un collaborateur qui part. Oui, c'est important, c'est l'offboarding et on en parlera avec Vincent Binetruy. Il est directeur France de Top Employer Institute. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. On accueille Kevin Bourgeois dans notre rubrique Bien dans son job. Alors vous êtes venu, et vous venez d'ailleurs assez régulièrement, vous êtes le cofondateur de Supermood, et là vous venez sous le bras avec des études qui sont à la fois passionnantes et j'allais dire inquiétantes sur la santé mentale, la capacité à faire face à la crise des dirigeants, mais vous allez même plus loin, des cadres. Exactement. Pour faire d'une manière très macro, il y a des chiffres extrêmement précis que vous dévoilez dans cette étude. Ils ont un peu pas le moral dans les chaussettes, mais c'est quand même leur situation est très difficile. Un stress incroyable, obligés de se battre comme des fous, une situation financière qui va pas bien. Exactement. Compliqué quand même là. Oui, c'est compliqué et surtout que le monde est plus incertain que jamais. Ça fait 3-4 ans qu'on a crise sur crise et donc il y a un petit épuisement quand même des dirigeants et là il faut encore un sursaut de motivation pour naviguer dans un marché qui est très très instable. Vous aviez mené une étude avec le MEDEF en 2021. Exactement. Là c'est une nouvelle étude qui vous permet d'avoir évidemment un tableau de bord, une comparaison. Exactement. Ça dit quoi entre celle de 2021 et celle de 2022? Ça s'est dégradé, ça s'est amélioré? Alors on a commencé en 2019 et on fait une étude chaque année. Donc là, on a les derniers chiffres de 2022. Oui, il y a une dégradation. Donc le moral des dirigeants est tombé de 6 points. Donc c'est quand même assez significatif. Il y a des choses qui ont été amenées par le Covid, qui ont été très positives, le lien, plus d'investissement dans l'humain, etc. Mais là, alors qu'il y avait une accalmie il y a un an où on sortait du Covid, il y a la crise en Ukraine, l'inflation, etc., qui remet les cartes sur la table. Évidemment. Et c'est très le difficile. stress, là, il y a le tableau qui est terrible. On voit une montée de stress où le patron dit, le dirigeant, dit, moi, ça me galvanise. C'est quoi? C'est l'adrénaline? C'est de virilisme mal placé? C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Alors, virilisme, non, parce que ça touche tout à fait les femmes aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment Donc, global. Les femmes vous disent aussi, moi, j'ai besoin de ce stress, j'envoie, j'y vais. C'est un moteur. Le problème, qui est dangereux. Qui est dangereux, exactement. Parce qu'un surengagement ou un surstress, ça mène au burn-out. Vous allez en parler. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un syndrome du héros de la part des dirigeants. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses et ils essayent de compenser eux-mêmes. Donc, les deux statistiques les plus faibles dans notre étude, c'est la capacité à déléguer, qui est très faible. On est à 52%. Et le temps pour soi, l'équilibre pro-perso, qui est en dessous des 50%. Dans votre étude 2022, alors ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec celle que vous avez faite en 2019, 2020, 2021, mais il y a 44% des managers, là on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'il y a le dirigeant qui ne va pas bien, mais j'imagine qu'évidemment ça se répercute sur le manager. 44% des managers en détresse psychologique, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et ça explose vraiment depuis 2-3 ans. C'est expliqué par le manque de lien social qui a été créé par le Covid. On travaille plus en télétravail, on peut moins extérioriser. Et puis, une charge de travail qui est beaucoup plus forte. Nous, chez Supermood, on se rend compte que les questions sur les charges de travail ont triplé en 2 ans. Donc, il y a vraiment ce sujet de j'ai plus à faire dans un milieu plus incertain et en plus, j'ai moins de collègues à qui parler. Mais alors, Kevin Bourgeois, ce que vous nous racontez est passionnant parce que facialement et médiatiquement, on ne nous a jamais autant parlé du bien-être au travail, de l'équilibre personnel, vie pro, vie perso. On en parle quasiment tous les jours sur ce plateau. Et les chiffres que nous vous montrez, vous nous dites, il travaille plus, il y a plus de stress.
Enfin, c'est quoi? C'est la quadrature du cercle? On nous vend des choses qui n'existent pas vraiment dans l'entreprise? Non, quand même pas. J'exagère un peu? Oui et non, c'est que ça dépend de quel spectre on regarde. Ouais. C'est-à-dire que l'engagement a énormément augmenté pendant la phase Covid, et là, il baisse. Il baisse pour revenir à des niveaux pré-Covid qui sont très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 35% des gens engagés au travail, mais qui restent meilleurs qu'il y a quelques années. Donc il y a quand même pas mal de sujets qui se sont améliorés, le sens, les sujets des RSE, etc., le management qui s'améliore. Donc vous me dites, si on n'avait pas fait ça, ça serait pire. Exactement. Voilà. Mais il y a des nouveaux challenges. Et ces challenges, ils mènent à une minorité qui devient de plus en plus forte, là on est à 44%, qui explose en vol. Et donc il y a des nouvelles méthodes à mettre en place pour prévenir ça. La baisse du moral que vous évoquiez tout à l'heure, parce que le moral baisse chez les chefs d'entreprise, 3 facteurs, c'est l'équilibre de vie. Ça c'est très intéressant parce que celui qui décide de tout et qui gère tout sans déléguer, il n'a plus de vie perso. Exactement. La santé de l'entreprise et la relation avec les équipes, ça c'est un autre élément qui contribue peut-être parfois au burn-out. Exactement. Alors, santé financière de l'entreprise, ça, on est dans un monde qui est plutôt en crise, donc statistiquement, c'est un des facteurs de stress les plus forts pour les dirigeants. Ils le mettent toujours dans leur top 3 depuis 4-5 ans. Et le lien social, le télétravail, c'est aussi avec l'extérieur, c'est avec les clients, on voit moins les clients en vrai. Et donc, il y a une perte un peu de sens, un délitement qui joue. Supermood, vous faites cette étude pour faire un diagnostic, pour faire ouvrir les yeux finalement au plus grand nombre et aux dirigeants évidemment. Les contre-mesures, les propositions, alors vous nous dites ça avance, mais vous accompagnez aussi ces structures pour les faire avancer plus vite. Qu'est-ce qu'on doit faire en urgence? Alors déjà comprendre ce qui se passe objectivement dans son entreprise, sa propre entreprise. Oui, d'accord. Et donc interroger la base et avoir de la donnée, ça permet d'avoir des certitudes et être sûr que quand on agit sur un levier, il va avoir de l'impact. Parce que le problème du dirigeant, c'est qu'il se couche le soir, il a pris plein de décisions, mais il sait absolument pas si c'est les bonnes ou pas. Et donc ça chemine et c'est compliqué. Et il dort mal. Et il dort mal, du coup. Et comme il dort mal, le lendemain, c'est de plus en plus dur et c'est une boucle. Et la deuxième chose, c'est de s'ouvrir. Ce qui nous remonte le plus des dirigeants, c'est la solitude. Et donc là, vous avez des associations comme l'APM, l'Association pour le progrès du management, où ils font du co-développement entre dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment exutoire, qui permet d'être soutenu. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas être seul. Son entreprise. Équilibre de vie, vous parliez des dirigeants, mais je pense aux cadres et aux managers. Dans la nouvelle génération, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises ici, il y a aussi cette revendication qui est de dire, écoute, je ne vais pas bosser 55 heures, je ne peux pas finir à 22 heures tous les soirs, j'ai une vie, j'ai des enfants. Ça rentre aussi en ligne de compte. Exactement. Alors ce qui est très marrant, c'est que la population qui est le plus touchée et qui a le moral qui baisse le plus, c'est les 30-40 ans. Pourquoi? Parce que souvent parentalité et besoin de plus de flexibilité, remise en question du sens. 30-40 ans, ceux qui viennent d'avoir un enfant en général, cette génération-là. Exactement. Femmes et hommes. Femmes et hommes, exactement. Les femmes vont un petit peu mieux qu'avant parce que pendant le Covid, il y avait eu un délitement, vraiment un écart entre les hommes et les femmes où les femmes avaient double emploi de mère et de travailleuse. Et aujourd'hui, on revient à des niveaux normaux. Plus équilibrés. Plus équilibrés, en tout cas historiques. Donc parce le papa a pris aussi conscience que par les générations, qu'il fallait qu'il s'implique aussi dans sa paternité. Pas que dans sa vie professionnelle. Ça, c'est une très grande évolution. On la trouve où, votre étude, Kevin Bourgeois? On la trouve sur supermood.com, sur le site du MEDEF. Allez la voir, et site du MEDEF, parce que chaque fois, c'est en partenariat avec le MEDEF, il faut le préciser. Étude passionnante qui permet d'avoir une photographie en 2022 de la situation de l'état, la santé mentale et aussi financière d'ailleurs des dirigeants, mais pas seulement, mais des managers et des cadres. Merci Kevin Bourgeois. Merci beaucoup Arnaud. De nous avoir rendu visite. Vous êtes le patron, le cofondateur de Supermood. On tourne une page et on ne va pas être dépaysé parce que le livre d'Adrien Chignard parle du burn-out et raconte très concrètement des histoires qui sont contenues dans les chiffres du sondage de Kevin Bourgeois. On l'accueille tout de suite et c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job et on accueille Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour Arnaud. On est toujours très heureux de vous accueillir sur le plateau, psychologue du travail et des organisations, alors coordinateur, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Vous venez souvent débattre avec nous de ces sujets, mais là il y a un livre noir sur blanc chez Mardaga, Burnout, des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter, s'en sortir. Ce livre est vraiment une claque. Je me suis, alors on a peu de temps évidemment, mais je me suis concentré sur ce garçon, Sylvain. Il est venu vous consulter, l'histoire est dingue, et la question que je vous pose, est-ce qu'elle est typologique? Son histoire est
surinvesti, passionné par son travail, très heureux d'avoir du lien social. Il bosse dans une boîte de la grande distrib, me semble-t-il, et qu'importe. Et puis tout doucement, surcharge de travail, isolement, manager un peu dur qui lui dit organise-toi, et patatras. Est-ce que l'histoire de Sylvain, qui j'imagine ne s'appelle pas Sylvain, est un peu typologique? Mais en fait, on a voulu écrire dans ce bouquin une autre façon de penser les situations de burn-out parce que celles et ceux qui sont affectés par ces situations, ils ont besoin de se retrouver dans des histoires parce que l'émotion, c'est ce qui va teinter en fait notre façon de retenir et de comprendre ce qui se passe. On a choisi de raconter des histoires parce qu'on peut se projeter dedans. Et cette histoire-là, elle est presque un idéal type quelque part de ce qui peut se passer parce qu'on sait que quelqu'un qui commence à perdre un peu les pédales et le mode de fonctionnement du corps humain, il est toujours comme ça, Arnaud. Quand on commence à perdre les pédales, on va mettre le petit coup de collier supplémentaire. C'est comme si vous étiez sur la route, sur l'autoroute, le voyant s'allume de la pompe à essence et que vous continuez d'accélérer. Je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, mais je peux vous garantir un truc, c'est que ça va être la panne sèche. Et la question, c'est comment je repasse à la pompe, comment je me ressource, comment je récupère mon énergie en situation de travail pour éviter de dégrader durablement ma santé. Mais on avait un invité précédent, et vous l'avez probablement entendu, sur des études réalisées avec le MEDEF sur... Alors c'est de la data, vous y mettez de la chair, mais c'est la même histoire. C'est surcharge de travail, alors qu'on n'a jamais autant parlé sur ce plateau et ailleurs, de bien-être au travail, d'équilibre vie perso, vie pro. Je répète un peu la même question, mais est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un grand écart? On demande énormément aux collaborateurs, puis en même temps on lui dit on va tout faire pour te favoriser le bien-être. Mais parce qu'en fait on nous fait de la qualité de vie au travail quelque chose, on va dire, de bienveillant. Mais il faut arrêter de rajouter du glucose sur le truc. C'est pas de la bienveillance de faire de la qualité de vie au travail, c'est de la stratégie. Je vous demande pas de me croire sur parole, venez bosser un jour avec 42 fièvre et la jambe dans le plat, vous verrez si vous êtes performant. Bien sûr que non. On fait pas de la QVT par gentillesse ou par bienveillance parce que la QVT a vocation à permettre la performance de l'entreprise. Une entreprise, ça n'a qu'une seule vocation, créer de la valeur. La santé est un déterminant de la création de valeur. Alors oui, on parle... C'est le moteur essentiel d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, il nous faut pérenniser la raison d'être de l'entreprise. Le plus gros des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son travail. Donc il nous faut des entreprises qui performent et pour ça, il faut des collaborateurs en bonne santé. Pour faire simple, il faut arrêter de faire de la QVT ou de ces sujets de bien-être, des sujets de sympathie ou de bienveillance. Il faut en faire des sujets, on va dire, inféodés au business parce qu'au moins là, on les prendra au sérieux et on comprendra qu'ils sont un des moteurs de la productivité de nos entreprises en France. Psychologue du travail, et ce livre aussi apporte quelques éclairages assez subtils d'ailleurs dans le parcours de Sylvain, puisqu'on va jusqu'à décrypter, puisque cet homme évidemment se confie à vos équipes, et on découvre qu'il a été tout petit, confronté à des tensions familiales, il est devenu celui qui devait tout décider, il a eu des pressions énormes dès qu'il était petit, parce que la petite sœur et la grande sœur se disputaient. C'est très intéressant pour le psychologue, ça. Il y a aussi des typologies d'histoire familiale. J'irais presque en prédictif, on pourrait dire, attention, toi, tu as le profil de celui qui peut aller en burn-out. Mais en fait, on sait que celles et ceux qui se sont consumés se sont toujours méga enflammés avant. Et donc, ce sont des personnes pour lesquelles, si vous voulez, la centralité du travail, comme on dit en psychologie, est considérable dans leur vie. Si vous n'en avez rien à secouer de votre job, vous ne ferez pas de burn-out, ça, je vous le garantis. Mais si, effectivement, c'est quelque chose de précieux, s'il y a ce qu'on appelle... on va dire une trajectoire vocationnelle. On fait du burn-out dans les métiers de la santé, les infirmières, les médecins, les professions du care ou du soin. C'est quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose qui nous parle qu'on en souffre terriblement derrière lorsque ça dysfonctionne. Alors ça, ce sont des témoignages. Il faut lire ce livre parce que c'est plus que des datas. Ce sont des histoires humaines dans lesquelles vous allez probablement vous retrouver ou vous dire « Ah, j'en suis à ce niveau-là, je peux encore m'en sortir ». Quand on a les signaux qui s'allument dans la voiture et vous dites qu'il ne faut surtout pas accélérer, c'est la panne sèche, comment on le détecte et comment on se dit je fais un pas de côté et je m'en sors? En fait, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et que vous pouvez toutes et tous comprendre à la maison. Si la personne que vous aimez à la maison commence à vous dire « je trouve que tu bosses vachement en ce moment et je te sens pas en forme », si vous commencez à dire à la personne qui vous aime « écoute, tu peux pas comprendre ». Ce qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs, le soutien des gens qu'on aime. Si on commence à dire aux autres, tu peux pas comprendre, qu'on brise ou qu'on détériore ce lien, alors c'est la double peine. Non seulement je me sens mal, mais je me prive de ce qui me permettrait d'aller mieux. Le fait de commencer à s'isoler. Vous savez, on disait avant, les oiseaux se cachent pour mourir, les êtres humains, ils se cachent pour souffrir. Quand on va mal, on va effectivement opérer ce que les psys appellent un retrait social. Et c'est toujours cet isolement, quelque chose qui ne doit pas nous alarmer, mais au moins nous alerter. Un point, la femme est évoquée, la question de la femme, et c'est vrai, la femme témoigne. Mon mari travaillait beaucoup le week-end, il finissait de plus en plus tard le soir, et elle dit quelque chose que je trouve très fort. Je sentais que ça n'allait pas, mais je ne lui ai rien dit pour le protéger.
Et je pense que la femme ou le mari doit mettre des mots. Mais parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux, on est hyper dépendants de l'image que les autres vont nous renvoyer de nous. Si en sortant de ce studio, tout le monde me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid ce garçon », je vais mal le vivre, très sincèrement. Alors, on va dépendre de l'image que les autres vont nous renvoyer. Et si quelqu'un sait nous verbaliser ce qu'il perçoit chez nous, alors ça nous permet d'en prendre conscience et tout doucement réajuster un petit peu le tir. Lisez ce livre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci, alors, il est coordonné, c'est un travail collectif, je le précise, coordonné par vous, donc Adrien Chignard, Burnout, édition Mardaga, avec d'ailleurs l'image de l'allumette qui se consume. On s'est beaucoup enflammé, puis ensuite, il n'y en a plus rien à donner, c'est ça finalement. La bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, parce que j'ai envie de finir par une note positive, c'est qu'il y a une culture sur brûlis qui existe et qu'on peut à un moment s'être brûlé et redevenir très fertile à la fois professionnellement et intellectuellement dans un second temps. Tant mieux, ça prend du temps. Exactement. Merci Adrien de nous avoir rendu visite pour le livre de Smart Job. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce livre. Et puis c'est peut-être aussi très éclairant pour vous qui vous posez des questions en ce moment même. Merci, à très très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle visite sur notre plateau. On fait une courte pause, c'est le cercle RH, ce sont les experts. D'un côté, les migrants, Conseil d'État et partout d'ailleurs en France qui aimeraient trouver un emploi. Et Thierry Marx dit mais il faut les embaucher dans l'hôtellerie-restauration. Qu'en pensent nos experts? Et puis on va parler des retraites. Le ton monte, les syndicats ont rencontré Elisabeth Borne. Et c'est vrai que bien, des mouvements sociaux s'annoncent. Et on parlera de l'orthographe de nos jeunes en CM2, l'orthographe, le niveau d'orthographe ABC. Qu'est-ce que cela raconte de la manière dont on enseigne et qu'on transmet le savoir? Voilà les thèmes pour nos experts. Juste après la pause, je les accueille. Le cercle RH et les experts de Smart Job sont en plateau. Retraite, les migrants et l'accès à l'emploi avec ce visa métier en tension qui sera examiné parce qu'il y a un débat avec le projet de loi immigration. Et évidemment, cela fait écho. Puis on parlera de l'orthographe chez les élèves de CM2. Ça baisse et ça baisse inexorablement. Commençons par vous présenter mes invités. Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on verra si ces sujets, notamment sur les migrants, sur les sans-papiers, se posent dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. François Vigne est à vos côtés, associé chez Sycomore Corporate Finance, et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-Michel Garrigue est là aujourd'hui, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Commençons par le début. Thierry Marx met les pieds dans le plat, et je ne fais pas un vilain jeu de mots, évoque l'idée que par la pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, il est plus qu'urgent et nécessaire de tendre la main à ces personnes qui, notamment aujourd'hui, dorment depuis une semaine devant le Conseil d'État, tous très jeunes, formables et, je dirais, embauchables. François Vigne, bonne ou mauvaise idée, ce coup de gueule de Thierry Marx? En première chose, il n'est pas le seul à le penser. J'ai vu que 64% des Français, d'après le sondage qui est publié ce matin, sont favorables à cette mesure. Donc, Thierry Marx, c'est très bien, mais les Français, globalement, sont favorables. Donc, il parle comme les Français. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui a convaincu les Français, mais les Français partagent la même idée. Par ailleurs, nous, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes très attachés à la dignité, au respect du principe de dignité des personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui en France. Il n'est pas normal de les maintenir dans la précarité. Donc, il est normal de leur assurer un statut. On les fait travailler, on leur assure un statut. Donc, il précise... Une fois qu'on a dit ça... Excusez-moi, je veux être précis. C'est la régularisation des salariés étrangers dans l'hôtellerie-restauration. Ça concerne ceux qui sont en train de dormir dans le Conseil d'État, mais autorisez-moi, ça concerne aujourd'hui des salariés qui, ce midi, feront la cuisine et la plonge en situation irrégulière. Et il y en a d'autres dans la construction, il y en a d'autres dans plein d'autres métiers. Il y a plein d'autres métiers qui utilisent aujourd'hui, il faut bien utiliser ce mot, d'aider des personnes en situation irrégulière. Absolument. Pourquoi vous souriez? Parce que c'est quoi? C'est un secret de polichinelle? Non mais je trouve ça un peu surréaliste. Je partage tout à fait votre avis, le fond est tout à fait estimable. Mais voilà des restaurateurs dont on sait bien que pour beaucoup, ils exploitent sans vergogne des travailleurs sans papier en les payant des clopinettes depuis des décennies, et les voilà qui somment le gouvernement de régulariser la situation en disant que c'est une question d'humanité. Mais enfin, où va-t-on? Le fond ne pose pas de souci. Évidemment, c'est tout à fait légitime, et le principe de dignité que vous venez d'évoquer est tout à fait simple. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire, c'est que Thierry Marx, je n'ai rien contre Thierry Marx, et j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais qui prend
la tête, je dirais, d'une harangue des restaurateurs vis-à-vis des pouvoirs publics, alors que pendant des dizaines d'années, ils ont exploité des collaborateurs qu'ils savaient parfaitement être sans papier. Et justement, parce qu'ils étaient sans papier, on les payait moins cher. Ils pouvaient les payer des clopinettes. Dire aujourd'hui, oui, alors, il faut absolument le faire, c'est une question de dignité, etc. Il s'adresse à sa profession aussi, Oui, Jean-Michel. Non, mais- Il dit à ses collègues, écoutez, faisons preuve un peu de sérieux et régularisez. Enfin, Mais mis à part ça, j'ai peu le temps de terminer parce que oui, dans l'immédiat, régularisons des personnes qu'on maintient dans un statut de précarité anormal. Inversement, il faut s'attaquer au fond et donc avec une politique d'immigration beaucoup plus cohérente. Et par ailleurs, finalement, pourquoi ces métiers sont-ils en tension? Deux choses une, soit il y a un problème de formation et qu'il faut régler, Clairement. soit il y a un problème de métier que les Français ne veulent plus l'exercer. Si les Français ne veulent plus l'exercer, est-ce que ce sont des sous-métiers? Si c'est des sous-métiers, est-ce qu'on doit les autoriser? Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez payés ou qu'on doit améliorer les ça aussi, conditions c'est de un travail. secret de polichinelle. Donc, oui, mais il y a donc de toute façon un problème à régler. Donc il y a une mesure immédiate sous à prendre parce qu'on ne peut pas là encore maintenir des personnes dans des conditions indignes, mais il y a des vrais problèmes de fond auxquels il faut s'attaquer parce que sinon on aura fait un coup d'épée dans l'eau et ça reviendra dans quelques jours et sur d'autres métiers. Le plus comique, c'est que la restauration et l'hôtellerie n'étaient pas dans les secteurs Non, dans la liste des métiers avaient été évoqués. On attend la liste, Jean-Michel Garrigue. La liste va arriver en début 2023 pour savoir quels sont les vrais métiers. C'est vrai que vous avez raison, Thierry Marx dit on n'appartenait même pas à la liste. Exactement. Vous en pensez quoi, Pascal Johanan, de ce débat? Parce que c'est un vrai sujet européen, parce que le débat de l'immigration est un sujet européen, on l'a vu avec la crise entre la France et l'Italie. Chaque pays européen a ses difficultés d'intégration, de régularisation. Ça se passe comment ailleurs? Il y a les mêmes débats? Alors, il y a les mêmes débats parce qu'il y a un fait tout simple qui se retrouve dans toute l'Europe, c'est que nous avons un problème démographique. C'est-à-dire que nous ne faisons pas assez d'enfants et donc il arrive un moment où on a besoin de recruter ailleurs, au-delà de ces seuls nationaux, parce qu'il n'y a pas... suffisamment à l'intérieur du pays de personnes. La jeunesse est en Afrique. Donc, non, la jeunesse est. Alors, on a longtemps ce pays est un pays d'immigration depuis très longtemps. Alors, d'abord, il a été avec des immigrations européennes. On se souvient d'Italiens, de Polonais, de Roumains, de Bulgares, etc., qui allaient cueillir. Portugais. Voilà. Donc, on a en effet le même. Alors, en France, on est mieux lotis qu'ailleurs au niveau de la démographie. Que l'Allemagne, par exemple. Voilà, en Allemagne. Et en Allemagne, ils nous disent plutôt, ils le disent ouvertement, c'est que chaque année, ils ont besoin d'un certain nombre de personnes venues de l'extérieur, donc migrants, pour pouvoir satisfaire les besoins de leur tout est dit. travail. Mais rappelons-nous la Syrie. 400 000 à peu près par an. 400 000 par an, l'Allemagne dit, voilà, c'est l'étiage dont j'ai besoin, à peu près. Donc j'ai besoin qu'en effet, on ne ferme pas les frontières. C'est pour ça que j'ai accueilli en 2015 beaucoup de réfugiés. J'ai besoin, alors ce discours se comprend, mais en effet, quelque part, on se dit, mais il faut donc réfléchir à de qui on a besoin, qu'on fasse appel à des gens qui ont les compétences, la formation. Bah oui. Et puis il y en a. Dans le cas précis, alors en Allemagne c'est plus dans l'industrie que dans l'hôtel-restauration. Visiblement dans l'hôtel-restauration, si j'ai bien compris depuis la crise sanitaire, etc. Vous avez quand même un problème, c'est que vous avez des gens qu'on emploie à une partie de la journée, puis qu'après on n'emploie plus, puis qu'on remploie après. Donc c'est comme si on vous disait, je te paye de 10h à 13h, ou de midi à 15h. Après il y a le trou de service. Voilà. Après il y a le trou de service et puis tu reprends à 17h, mais pendant de 14 à 17h, tu fais rien. Tu fais rien, je te paye pas. Et en effet, on a aussi peut-être nous-mêmes, enfin les Français en tout cas, peut-être fait une réglementation qui était. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a donc peu de Français qui veulent faire ce travail. Quand vous donc des sous-métiers. Qu'elle soit dans un hôtel étoilé comme Thierry Marx ou pas, on sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui de recrutement dans la restauration, compte tenu de cette ampleur de salaire aussi. Et qu'on voit dans d'autres secteurs, puisque aujourd'hui, voilà, il y a des secteurs. Un mot avant de parler des retraites. On se dit, voilà, on peut plus travailler ou très tôt le matin ou très tard le soir ou avec des trous. Et donc, on a nous-mêmes un problème d'employabilité. D'attractivité, bien sûr. D'attractivité. Et donc, en effet, il faut peut-être faire quelque chose pour ces métiers en tension. Alors, je ne sais pas lesquels ils sont exactement. Mais la liste va être définie. Voilà. Mais on sait qu'on ne peut pas fermer les frontières complètement. Il faut ouvrir, peut-être le faire avec une connaissance de cause. Et on se dit, voilà, de quoi on a besoin et d'avoir des besoins très contrôlés. François, Jean-Michel, juste un mot sur le BTP, puisqu'on est sur l'hôtellerie-restauration. C'est Thierry Marx qui met les pieds dans le plat et qui est à la tête d'un syndicat de l'hôtellerie-restauration. Quelque part, il est légitime pour s'exprimer. Mais le BTP, c'est la même chose. Je m'autorise à dire qu'on a pointé du doigt le Qatar sur un travail
travail illégal pour construire les stades. Et là, on découvre, avec stupéfaction d'ailleurs, qu'il y a quand même pas mal de salariés du BTP qui sont en train de faire les grands travaux des JO 2024, où les choses ne sont pas très claires non plus. Vous parlez des Italiens, c'était les Italiens, les Portugais, les Polonais. Non, mais il faut regarder la vérité en face. Entendu. Mais même mis à part ça, quand on évoquait les métiers en tension, il faut quand même aussi faire attention. Une fois qu'on a accueilli ces gens, qu'on leur a donné un permis, peut-être que le métier dans lequel ils travaillent ne sera plus en tension. Et donc aujourd'hui, il faut aujourd'hui intégrer toutes ces personnes parce qu'il faudra les faire évoluer et leur métier pourra très bien disparaître. Ils seront peut-être amenés à changer de métier. Donc, la réponse du métier en tension n'est pas la seule réponse. Il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'immigration et sur la façon dont on intègre ces personnes. Pour terminer, j'entends Pascal Johannin qui nous dit le pragmatisme allemand, et on l'avait découvert en 2015 avec les petits drapeaux, chaque Länder attirait. C'était un pragmatisme très économique et de dire nous avons besoin de pourvoir 400 000, 500 000 postes et ce besoin, on ne l'aura pas avec la population allemande. En France, on est tout aussi pragmatique, mais on ne le dit pas. Mais on le dit pas. Non, mais on n'ose pas le dire. C'est pour ça que c'est intéressant. En fait, parce qu'il y a un débat politique quand même qui est posé sur l'immigration. On fait semblant de découvrir le problème. En fait, c'est l'exacerbation aujourd'hui d'une situation qui, depuis plusieurs années, curieusement, qui n'a rien à voir avec des problèmes d'immigration, mais qui est le problème de temps de travail. Il y a eu dans un certain nombre de métiers, notamment dans la restauration, des accords de branche sur l'annualisation du temps de travail, qui a permis de descendre déjà à un niveau supérieur à la normale, mais bien inférieur à ce qui existait auparavant, et qui a arithmétiquement créé des besoins. Un certain nombre de restaurants, par exemple, se sont mis à fermer 1 ou 2 jours par semaine, parce qu'ils sont ou 5 semaines par an. C'est le repos du salarié. Hein. Exactement, pour tenir compte de l'accord. Et il n'y aura pas 2 équipes. Exactement. Ce sont les conséquences aujourd'hui encore de ça. Et c'est bien pour ça que la situation d'aujourd'hui est une situation de laquelle on a du mal à sortir, puisqu'on a la durée du travail d'un côté et on a le niveau des rémunérations de l'autre. Un mot, vous évoquez le cynisme, c'est-à-dire les Allemands assument pleinement cette politique parce qu'effectivement, problème de natalité, c'est très pragmatique. La France fait la même chose et s'en mêle les pieds dans des chicayas politiques à n'en pas finir sans aucun pragmatisme. Je pense que c'est ça le sujet. Les responsables politiques devraient avoir plus de courage dans la matière et assumer la situation. Et le dire aux Français, ça serait plus simple pour tout le monde. À suivre, les retraites, je me tourne vers vous parce que les syndicats ont rencontré hier Elisabeth Borne. Alors, il y a eu tous les mots des noms d'oiseaux du patron de la CFE-CGC. On est à la limite du foutage de gueule, qui sont des mots un peu vulgaires. On a la CFDT qui dit non. On a FO qui dit non. On a tous les syndicats qui annoncent un mouvement social de grande ampleur en janvier. Dans un contexte d'inflation, dans un contexte de tension avec la Russie et l'Ukraine, enfin, comment vous la regardez, cette réforme des retraites? Ça fait presque 5 ans qu'on nous parle de cette réforme, qu'elle nous empoisonne la vie. Elle va nous réempoisonner la vie en janvier. Alors, elle va nous réempoisonner la vie en janvier, très certainement, mais elle est nécessaire, donc il faut arrêter de dire non. De but en blanc. Certains disent diamétralement l'inverse, on n'en a pas besoin. Non mais attendez, alors on n'en a pas besoin, c'est facile. Moi ce que je constate au niveau européen, c'est que tous les pays, y compris des pays qui nous sont proches et qui sont plutôt latins et donc pas... Italie en particulier. Italie, etc., ou même la Grèce, ont tous fait des réformes du marché du travail et de l'allongement de la durée de 67 temps de travail. Pour l'Italie. Puisque on vit plus longtemps, on vit mieux, etc. Donc, l'Italie, la Grèce, je ne parle pas de l'Allemagne bien entendu et des pays scandinaves, on est tous sur un allongement de la durée du temps de travail et donc un report de l'âge de la retraite. Donc ça se négocie, bien évidemment. C'est pas unique, on n'a pas une date à laquelle il faudrait le faire. Mais on est aujourd'hui le pays européen qui a le plus bas départ d'âge à la retraite. Donc, il y a un taux d'emploi des 55-65 qui est faible. Chercher l'erreur. Donc dire non sur le principe à toute réforme, sans dire il faut essayer de trouver la solution qui s'adapte à la France, mais on ne peut pas dire de but en blanc non, parce que pour le coup, nos partenaires européens, qui déjà trouvent qu'on n'est pas très crédible sur un certain nombre de nos déficits notamment, vont nous dire écoutez les Français c'est bien gentil, vous êtes sympa, mais bon il va falloir quand même que vous mettiez la main dans le cambouis et que vous en sortiez, parce que sinon nous on ne va plus vous faire confiance. Donc c'est l'Europe qui pilote. Et la confiance en économie, c'est quand même le évidemment. François Vigne, nécessaire, pas nécessaire. Il y a certains syndicats, et pas que des syndicats d'ailleurs, qui disent, mais regardez, le corps nous a annoncé sur des prévisions qui sont des calculs liés au niveau de la croissance, que globalement on avait encore des réserves. Il y a un débat sur les retraites complémentaires. Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous dites, elle est nécessaire. Il faut emmener nos salariés le plus longtemps possible quand on sait qu'une partie de nos 55-65 arrive à la retraite en pointant au chômage. Mais je pense qu'il y a, excusez-moi, il y a quand même 3 choses sur la réforme des retraites. Il y a
la réforme, est-ce qu'il faut la faire? Ensuite, il y a Vous dites comment, oui. Ensuite, il y a comment et quelle On temporalité. est d'accord. Donc la réforme, oui, il faut la faire. Et je pense que tous les Français en sont convaincus quand on les sondages, etc. La question après, c'est comment on la fait et avec qui. Donc c'est notamment la faire dans un dialogue avec les partenaires sociaux, qui sont quand même les premiers à devoir assumer cette réforme. Et donc il faut les associer de façon très profonde et pas leur imposer une réforme sans discussion. Troisième chose, la temporalité. Cette réforme, comme vous le dites, ça fait au moins 5 ans, mais c'est même depuis que je suis enfant qu'on l'attend et donc on la fait en permanence. Donc c'est en attendant Godot, quoi. Donc cette réforme, oui, mais après, en revanche, l'affaire là, dans les deux prochains mois, je pense que la priorité pour les Français, c'est d'avoir de l'électricité, c'est de faire fonctionner, les usines. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une grève. On a une grève. C'est ce qui va arriver, François. On a une grève dans les centrales chez EDF en septembre. On a vu les conséquences aujourd'hui sur notre production d'électricité. On ne peut pas se permettre. Il faut raisonner par priorité. Elle n'est pas à 3 mois près. On l'a tellement attendu, on n'est plus à 3 mois près. Il faut la faire rapidement. Il faut se donner un calendrier rapide vis-à-vis de nos partenaires. Que l'on n'a pas. Vis-à-vis des Français, vis-à-vis des générations futures. En revanche, mettre la France en grève en janvier, il ne faut surtout pas le faire, compte tenu des problèmes qu'on a, en particulier de production. Jean-Michel, je me fais un peu l'avocat du diable, mais moi j'entends, il faut un calendrier. Mais enfin, je veux dire, c'est pas de la part des syndicats et des salariés de créer ce calendrier. Le gouvernement doit être en mesure de proposer un calendrier de date et un calendrier technique. Là, objectivement, ça flotte. 65, mais est-ce qu'on touche simplement aux annuités? Est-ce qu'on augmente simplement les trimestres? Mais tout ça est totalement flou. Oui, alors, enfin, on n'y voit pas clair. Quand les organisations syndicales disent les jeux sont déjà faits, on nous met dans le fait accompli, c'est évidemment vrai. Ça me semble tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais la spécificité de la France, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est plus dans un problème aujourd'hui de démographie que d'économie. La France est dans un régime par répartition. Et c'est ce qui fait, et pas un régime mixte, un régime uniquement par répartition et pas par capitalisation. Les actifs financent les retraités. Exactement. Donc le problème de démographie est beaucoup plus impactant que dans un régime de pure capitalisation où là, chacun cotise pour sa propre retraite, si je puis dire. Et donc, le niveau économique fluctue avec la démographie. Là, effectivement, les problèmes de démographie que nous rencontrons ont un impact évident sur ce que va être l'équilibre économique de la retraite. Et ça, on peut le calculer, on le sait. Évidemment, on fait des projections. Et ça, on peut calculer. Mais la démographie est une science à peu près exacte. On peut pas. Non, celle-là, on a l'avantage de pouvoir. Ça, c'est le paramètre le plus net. Du jour au lendemain. Non, ça prend un peu de temps. Oui. Mais vous y souscrivez ou vous dites qu'on est en train un peu de nous enfumer pour clore ce débat avec un sujet qui crée de la tension sociale au moment où on a besoin d'être unis et que notre économie a besoin d'être vraiment à plein régime. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais souvenons-nous que cette réforme qui avait déjà été engagée lors du précédent quinquennat, elle avait été... Par Édouard Philippe, portée par Édouard Philippe. Enfin, à la demande du président de la République. Absolument. L'armée s'était repliée en race campagne, comme on dit. Ouais. Voilà. Et ça a beaucoup été reproché au président de la République, qui du coup en a fait une espèce de, comment dirais-je, de leitmotiv de « je n'y suis pas arrivé dans le premier quinquennat, j'y arriverai d'autant plus dans le second que c'est mon dernier par définition ». Et c'était par ailleurs, pour parler d'orthographe, c'était pas de ma faute parce que les Gilets jaunes étaient venus m'empêcher de mener. C'était ça, en tout cas, la narration du président Macron. L'orthographe, Jean-Michel. C'est exactement ce que ça ne vous intéresse pas, l'orthographe. Ça vous passionne. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement, justement à cause des Gilets jaunes que la retraite avait été ajournée une première fois. Exact. Et là, on crée un conflit, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui risque de nous faire avoir à nouveau des gilets bleus, rouges, verts, enfin ils seront de la couleur que l'on veut, et donc de se retrouver dans la même situation qu'il y a quelques années. C'est le mouvement social. Il faut créer les conditions de la réussite de cette réforme, parce qu'en effet, elle est nécessaire. Donc du dialogue. J'ai vu que Pascal Joannin réagissait beaucoup plus que vous, Jean-Michel Garrigue, sur l'orthographe et la grammaire. Oui. C'est quand même troublant. PISA, ça c'est pour les établissements supérieurs, on baisse. Puis là, on a sondé les cœurs auprès des enfants de CM2 et là, on voit clairement qu'il y a une difficulté. Encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable. Quand on écoute nos grands-parents, nos parents, enfin, le certificat d'études, qui était un diplôme qu'on acquérait à 14 ans. Très difficile. Et qui donnait les bases. Mais on est perdu. Enfin, ces enfants qui font des fautes d'orthographe sur des mots simples, sur du basique de grammaire, mais comment vous l'expliquez? C'est qu'en face, je dirais, ceux qui transmettent ne sont pas à la hauteur? Alors, je crois qu'on a changé les méthodes. Enfin, je suis un peu dur, mais... Je crois qu'on a changé les méthodes. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, mais je crois qu'on a changé les méthodes. Oui, c'est vrai. Et que les méthodes, donnant les résultats qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, on devrait s'interroger sur savoir si c'était la bonne méthode et parvenir visiblement, non. des choses. Parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres pays européens, pour un certain nombre d'autres matières, que ce soit la mathématique ou l'apprentissage des langues étrangères, ils font mieux que nous. Alors donc, chercher l'erreur. Si on n'est pas en
capacité de délivrer avec la méthode qu'on a choisie, peut-être il faut revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves par le passé, ou tout du moins en changer, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est ce qui était prévu. Parce qu'après, c'est sur le marché du travail, vous avez des jeunes qui vont arriver et qui seront avec un déficit, une déficience. Et donc là, c'est quand même très problématique pour eux. Et même 18 fautes, 18 fautes. Même des énarques. Des énarques ou des gens qui sortent de grandes écoles écrivent d'une manière abominable. On peut regarder dans la presse, il y a un nombre de coquilles irrégulières, etc. François Vigne. Mais l'orthographe n'est que la partie immergée de l'iceberg. Voilà. On est d'accord. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui ne fonctionne pas. Et il faut s'attaquer d'urgence à ce système. On en parle, mais en pratique, on ne fait rien. On a fait le constat de l'échec des méthodes globales. Et l'éducation nationale l'a fait. Elle demande aux professeurs d'utiliser d'autres méthodes, mais il y a 80% des enseignants qui ne savent toujours pas utiliser notre méthode parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. On est Donc d'accord. ça pose vraiment le problème du recrutement, de la formation des enseignants et de la remise à niveau de notre système Et puis éducatif. l'exigence collective a complètement disparu. Comment adapte-t-on le collectif à la situation des enfants, des adolescents et des étudiants? Eh bien, on permet d'écrire d'autres manières, on abaisse le niveau d'exigence de l'orthographe et de la grammaire pour s'adapter à l'évolution des comportements. À ce niveau-là, évidemment, on aura du mal à rétablir, comment dirais-je, des règles qui soient appliquées par tout le monde. Et c'est ce que vous continuez à faire le ministre de l'Éducation nationale, qui actuellement, comme il trouve que l'enseignement privé est meilleur que l'enseignement public, il cherche à baisser le niveau de l'enseignement privé. En 34 Plutôt ans, que d'essayer de porter au même niveau l'enseignement public, il cherche aujourd'hui à baisser On a l'enseignement doublé privé. le nombre de fautes. Exactement, en 34 ans, on est passé de... Personne pourrait faire la dictée de pivot, et moi je me souviens que... On l'a fait à l'époque. Ouais. Et je me souviens Elle était que très quand dure, j'étais... La faute a coûté 4 points dans la dictée. Exactement. 4 points, et donc 5 fautes, c'était 0. C'était 0. Donc, et la faute d'accent était aussi Alors, verbalisée. il nous arrive tous de faire des fautes d'orthographe, j'en fais parfois aussi. Mais c'est pas les élèves qui sont responsables, Mais c'est pas les c'est ce que élèves. je voulais vous dire. C'est la méthode qui leur a inculqué. En 34 ans, on est passé de 10,7 erreurs, ça c'est des chiffres ministère de l'Éducation nationale, à 19,4, c'est-à-dire effectivement ça a doublé. Il y a quand même un sujet, c'est que dans 15 ans, quand on reviendra ici continuer notre émission passionnante des experts, ces jeunes sont entrés dans le monde du travail et ça sera un désastre. Il faut sans doute améliorer quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui finissent par apprendre l'orthographe et mieux. Et heureusement, Au fil de l'eau, en lisant des livres. C'est pas un problème quantitatif, le nombre de fautes, c'est un problème qualitatif. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ce problème-là n'a aucune importance. N'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Ouais. On se moque complètement de savoir comment la langue est Merci écrite. l'écriture voilà. SMS et On TikTok. écrit plus. Mais on est d'accord. On fait des choses très abrégées avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup. On est de la vieille école. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même des pays qui sont bien meilleurs que nous en Europe. Ouais. Ils ont aussi des smartphones. C'est un moyen de se faire connaître. Non, c'est le modèle de faire éducatif. l'identité, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc il faut la maîtriser pour pouvoir la transmettre et la défendre Merci. dans un monde où en effet on est challengé le français par d'autres langues. Je vais me faire tirer les oreilles par Nicolas Juchat qui merci à vous trois. Gardien du temps, c'est le père Fouras de l'émission. Merci à vous trois. Merci Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je n'ai pas précisé tous les livres. Il y a l'Atlas 2022 et bientôt le 2023 de fait. Comme tous les ans. On est en train de préparer le 2023. C'est ce que je voulais dire. L'année 2023. Évidemment, il y a le 2023. Au printemps prochain. Merci à vous Jean-Michel Garrigue, spécialiste des RH et chez BLB Associés. Et puis merci à François Vigne, Sycomore Corporate Finance et membre éminent des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous chaque fois. On termine avec un sujet formidable, l'art d'accompagner le collaborateur qui s'en va. Bah oui, on pense souvent à faire plaisir et à intégrer, mais comment on offboard? Comment on fait en sorte que ça se passe bien à la sortie? On en parle tout de suite. Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, l'onboarding, l'offboarding, c'est-à-dire la capacité d'accompagner les collaborateurs quand ils quittent leur poste. Et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. On vous retrouve, vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous retrouver, directeur France de Top Employer Institute. Vous avez fait une grande partie de votre carrière, une partie de carrière dans le conseil. Pourquoi faire ce focus aujourd'hui sur l'offboarding? C'est une partie, comme on dit, qui est mal adressée, qui n'est pas adressée? C'est une partie, en fait, qui est assez nouvelle, finalement. L'offboarding, c'est une tendance qui s'est beaucoup structurée, en fait, ces dernières années, qui a beaucoup évolué.
D'abord, elle s'est structurée. Si on prend les résultats, nous, des audits des entreprises qui sont certifiées top employeur, cette année, il va y avoir plus de 80% des entreprises certifiées en France qui auront structuré cette pratique. C'est même plus dans le monde, c'est plus de 90%. Alors ça reste un panel restreint puisque ce sont que les entreprises qui sont certifiées top employeur, donc censées être entre guillemets un peu les best in class. Mais ça démontre que ça s'est vraiment structuré. Parce que l'enjeu quand même, là, il y a la certification, enfin en tout cas le tampon top employeur évidemment, mais l'enjeu philosophique, c'est que la personne qui quitte l'entreprise en garde une bonne image et qu'elle soit, non seulement quand elle y rentre, mais quand elle en sort, une ambassadrice de cette entreprise. Exactement, c'est tout à fait ça. Ils m'ont bien traité. C'est tout à fait ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour le l'offboarding, on pourra y revenir si vous voulez, mais dans ces évolutions récentes, ce que l'on constate, c'est que, par exemple, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place, donc des plateformes d'offboarding, tout comme les prestataires avaient développé des plateformes d'onboarding, ils ont développé des plateformes d'offboarding. Ce qu'on constate également, c'est que de plus en plus, les entretiens de sortie, entre guillemets, sont réalisés davantage par les populations RH, là où avant, on laissait plutôt les managers opérationnels en action. Ça ne se passait pas toujours très bien. Ça ne se passait pas toujours très bien, et puis surtout, les informations qu'on récupérait, on était plus finalement dans le fait de cocher une case on a fait l'entretien parce que c'est le process, plutôt que d'aller chercher véritablement les vraies raisons du départ du collaborateur. Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que vous venez aussi dans un contexte de ce qu'on a appelé la grande démission aux États-Unis. Alors il faut rester modeste en France, mais elle a eu lieu. Enfin, en tout cas, il y a eu un phénomène de départ avec des salariés qui se sont dit après le Covid. Exactement. C'est d'autant plus important dans ce contexte que d'adresser cette question d'offboarding. Tout à fait. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de récupérer ces datas récupérées lors de l'offboarding pour les mettre en parallèle finalement des datas issues des enquêtes d'engagement qui, elles, valident non pas les raisons du départ, mais les raisons de rester dans l'entreprise, et de mettre ça en parallèle également avec les datas issues des processus de recrutement et d'onboarding, et donc d'avoir les raisons d'arriver dans l'entreprise et de matcher et de croiser, Exactement. Parce que ce qui est dans votre travail aussi, Top Employeur, et ça c'est très intéressant, c'est aussi d'expertiser, d'où le fait que les RH doivent, enfin en tout cas c'est le conseil que vous donnez, doivent reprendre en main ce départ, parce que ça donne des indications très intéressantes sur les motifs. Exactement. On n'a pas reconnu mon travail. Ce manager a eu des attitudes qui m'ont déplu, parce que souvent on pose le sac ce jour-là. C'est ça, exactement. Il se dit plein de choses. Il se dit plein de choses. C'est là qu'on va aller chercher effectivement un certain nombre de raisons sous-jacentes, notamment s'il y a un problème avec le manager, là où quand le manager mène l'entretien, il n'aurait probablement pas récupéré ces informations-là. Si c'est un RH ou quelqu'un d'externe, en tout cas à la relation managériale qui mène l'entretien, on va récupérer d'autres informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que parfois, avoir un questionnaire envoyé aux collaborateurs plusieurs mois, quelques mois ou quelques semaines après le départ, permet d'avoir finalement des réponses plus apaisées et peut-être plus factuelles et moins émotionnelles. L'émotion. En 15 secondes, Vincent, le tampon, la validation Top Employeur, ça donne quoi ? C'est quoi ? C'est une certification ? C'est un cahier des charges ? Un process ? Oui, nous avons en fait mis en place un référentiel qui s'appuie sur 6 domaines, 20 thématiques, presque 400 pratiques en matière de ressources humaines que nous auditons. C'est-à-dire que c'est de l'audit un peu à la manière des auditeurs financiers, c'est-à-dire c'est de l'audit sur pièce. C'est-à-dire que quand une entreprise nous dit avoir mis en place telle ou telle autre pratique, elle doit nous le démontrer. Donc c'est en effet... un auditeur, effectivement, c'est une forme d'audit. Nous sommes un organisme d'audit et de certification des pratiques RH. Génial. Merci Vincent Binetruy d'être venu nous rendre visite, directeur France Top Employer Institute. Qui dit directeur France, entreprise mondiale. Exactement, entreprise hollandaise. Hollandaise. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Mani à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans chacune de ces émissions. Puis je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à vous, téléspectateurs qui nous suivez et qui prenez plaisir à nous regarder. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.